Et nous voilà, mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour une édition spéciale pour, bien entendu, faire une couverture détaillée des événements qui ont pris place jusqu'à présent durant la COP 27. Et pour parler de cela aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous son Excellence, l'ambassadeur Ahmad Amin Fathallah. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Alors, commençons par le commencement. Certaines conditions ont causé la dégradation de notre planète. Quels sont ces facteurs principaux qui ont conduit justement à cette dégradation qui a été suivie par la création de la Convention des Nations Unies concernant l'environnement? Premièrement, c'est un sujet technique. Alors, quand on s'adresse à un sujet technique, nous, comme diplomates ou bien les politiciens plus tard, on doit passer par 3 étapes. L'étape technique, une évaluation des scientifiques qui nous disent qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'environnement a été affecté, pourquoi il y a le réchauffement de la Terre, et des propositions comment adresser cette question-là. Alors on commence par le technique. On va du technique vers le juridique. Qu'est-ce que ça veut dire le juridique? Ça veut dire on prend ce que les techniciens nous disent et on le met dans une forme juridique, que ce soit convention ou autre forme juridique, pour essayer de le codifier et de le mettre sur place. Oui. Après ça, ça passe à l'étape de la politique. Parce que, comme vous savez, n'importe quelle convention doit être adoptée. Et pour être adoptée, ça doit être, pour avoir des parties, ça doit être signé et ratifié. Signature, ratification, ça veut dire que c'est un acte politique, parce que ça doit aller dans les différents parlements, partout au monde, pour être ratifié, pour que ça entre en vigueur. Alors, c'est ça ce qui s'est passé pour le changement climatique ou pour le... moi, j'aime utiliser dérèglement climatique, puisque changement, ça peut être changé d'une manière positive ou négative, mais dérèglement, c'est dérèglement. Ça veut dire que le climat n'est pas en règle et il y a le réchauffement. Alors, on a eu des rapports scientifiques il y a 30 ans et plus que 30 ans. Basé sur ça, on a eu la Convention, et puis on a eu dans la Convention même, a été établi un mécanisme. C'est quoi le mécanisme? C'est les COP. C'est la réunion des États parties qui se réunit chaque année, qui reçoit des rapports sur l'application, que ce soit de la Convention ou bien de différentes décisions qui ont été, et résolutions qui ont été adoptées par différents COP. Alors c'est le rôle. C'est un rôle de suivi. Voilà, on a un texte juridique, comment on l'applique, ça a été, c'est un rôle de suivi. Alors, le rôle de suivi a été fait pendant 26 COP. Mais... Bon, si je pars de la première COP jusqu'à la 27e aujourd'hui, ça, on en parlera en détail. Mais je veux dire que depuis la première COP, on commence à pointer du doigt certains problèmes qui causent cette dégradation de l'environnement, comme vous venez de le dire, dont l'industrialisation. Et dont les pays les plus industrialisés, qui, pour la majorité, se donnent à l'Afrique pour justement pouvoir faire le rôle qu'ils ne veulent pas faire chez eux, n'est-ce pas? Cela a été poursuivi pendant 20 ans. Oui, il y a eu des décisions, mais le problème, ce n'est pas les décisions et les résolutions, c'est l'application. Et puis même pour l'application, il faut avoir un mécanisme pour l'application. C'est ça ce qu'on a les COP. Les COP, elle fait la révision, c'est tout. On va faire des révisions l'une après l'autre, c'est tout. Mais on va avoir un mécanisme assez clair comment appliquer. Comme vous avez dit, l'émission de CO2, 95%, c'est les pays industrialisés. L'Afrique, c'est 5%, moins que 5%. Qui doit payer la facture? Et aussi, je dois parler pas seulement des obligations des pays industrialisés. C'est sûr que dans la majorité des cas, c'est eux qui doivent avoir la responsabilité, c'est eux qui doivent compenser les autres pays. Pas compenser au sens du mot compensation, c'est compenser pour avoir des moyens qui protègent l'environnement. Oui. C'est pour avoir les techniques dans les pays africains pour protéger l'environnement. Surtout que les pays développés ont transféré la plupart de leur industrie polluante, comme le ciment, en Afrique. Tout,
en Afrique et dans les pays du tiers-monde pour se protéger. Mais ils ne vont pas se protéger parce que l'atmosphère, c'est l'atmosphère. Ça couvre le monde tout entier. Alors, ils doivent réaliser que même avec cela, il y aura des effets négatifs sur leur pays et sur leur population. Ça, c'est l'une des causes essentielles, bien entendu, mais il y a une autre cause encore plus grave, je pense, ce sont les conflits. Oui, ce sont les conflits. Je vous donne un exemple. Quand il y a des désastres, des catastrophes naturelles, oui, à cause du réchauffement du climat. Les volcans. Non, pas le volcan, ça existait toujours. Les catastrophes naturelles, on parle du réchauffement climatique. Réchauffement, ça veut dire quoi? Par exemple, les incendies dans les forêts. Alors, il y a moins de nourriture. Il y a le réchauffement dans une partie du monde où il y a une bonne agriculture. On n'arrive pas à faire la même agriculture parce que le climat a changé. Donc là, ça touche à la sécurité alimentaire. Alors, ça touche à la sécurité alimentaire. Quand ça touche à la sécurité alimentaire, on aura des gens déplacés. On parle de déplacés, ça veut dire déplacés dans le même pays, ou bien des réfugiés. Ils vont dans les pays voisins. Alors, ça peut créer des conflits. Ça peut toucher au maintien de la paix et de la sécurité avec tous ces réfugiés qui se déplacent et on voit qu'est-ce qui se passe en Afrique à travers la Méditerranée, le trafic illégal des gens, de tout ça. Alors ça crée des problèmes qui peuvent amener à des conflits assez dangereux qui touchent au maintien de la paix et de la sécurité. D'accord, mais tout à l'heure, avant l'émission, on parlait avec vous et on parlait justement de ces réfugiés et du droit des réfugiés. Si aujourd'hui le déplacement de ces réfugiés est légal, est-ce que cela leur garantisse des droits dans les pays où ils vont résider? Ou ça ne s'applique pas non plus? La convention qui réglemente le statut des réfugiés s'appelle la Convention sur les réfugiés de 1961 qui a été adoptée par les Nations Unies. Dans cette convention, il y a les conditions, il y a comment traiter les réfugiés. Par exemple, il y a le non-refoulement. Si moi j'ai un réfugié dans mon pays, je ne peux pas lui dire « allez, on le pousse dehors ». Ça ne se fait pas. Mais avec tous les développements qui se passent au monde, il y a maintenant un nouveau concept. C'est le concept des réfugiés, pas seulement des guerres. Les réfugiés causés par l'environnement. Alors si, par exemple, vous êtes dans un pays, vous avez votre maison, les écoles, et il y a des catastrophes qui se passent, et vous faites du tourisme dans un autre pays. L'autre pays vous dit, OK, le visa a expiré, rentrez dans votre pays. Oui. Nous, quand j'ai présidé le comité des Nations Unies aux droits de l'homme, on a eu un de ces cas, et on a dit non, il y a quelque chose maintenant qui s'appelle les réfugiés à cause de l'environnement. Il ne peut pas rentrer dans son pays parce que la vie sera difficile. Il doit rester chez vous et avoir le statut de réfugié comme c'est clarifié dans la Convention. Donc ça, c'est devenu un droit. 61. Alors c'est devenu un droit. Réfugié, on ne peut pas le refouler, on ne peut pas lui dire rentre dans ton pays parce qu'il n'y a pas de conditions de survie dans son pays. Alors c'est quelque chose de nouveau, c'est à cause du changement climatique. Mais c'est un droit qui s'applique ou ne s'applique pas? On a eu cette nouvelle conception il y a 3 ou 4 ans, parce qu'il y avait un cas devant le Comité des droits de l'homme aux Nations Unies, et on a tranché sur ça, alors c'est devenu un précédent qui va être appliqué. C'est une carte gagnée déjà? Oui. On va parler des autres cartes, mais on a un reportage. Donc, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a mené une série d'entretiens en marge de la COP 27. Il s'est entretenu avec le directeur régional du groupe australien Fortescue Future Industries, le FFI, pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Andrew Forrest. Le chef du gouvernement s'est également entretenu avec ses homologues du Vatican, de la Jordanie et de la Palestine. Voyons ensemble.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est entretenu avec le directeur régional du groupe australien FFI pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Andrew Forrest, en marge de la COP27. Au cours de l'entretien, Madbouli a salué les concertations engagées actuellement entre le ministère de l'Électricité et le groupe FFI pour la signature prochainement d'un accord sur la production de l'hydrogène vert en Égypte. L'intérêt accordé par le groupe FFI à investir en Égypte prouve le caractère attractif du climat d'investissement. L'Égypte jouit de plusieurs facteurs dans le domaine des énergies renouvelables, s'est félicité le Premier ministre. Le chef du gouvernement s'est également entretenu avec le Premier ministre du Vatican. Il a loué les relations amicales reliant l'Égypte au Vatican grâce au rôle joué par l'Égypte dans le dossier du dialogue entre les religions. Il a également rendu hommage aux relations distinguées, l'appréciation mutuelle et la coordination continue dans tous les niveaux entre le président Sisi et le pape François du Vatican. Dans un autre entretien, Dr Madbouli a apprécié le niveau des relations bilatérales reliant l'Égypte et la Jordanie dans tous les domaines à la lumière des relations fraternelles distinguées. Ceci est intervenu au cours d'une rencontre entre Dr Madbouli et son homologue jordanien. Le Premier ministre a également reçu son homologue palestinien. Ce dernier a déclaré qu'il appréciait le soutien de l'Égypte à la cause palestinienne. Il a souligné que l'Égypte continuera à défendre les droits du peuple palestinien dans toutes les instances régionales et internationales. La rencontre a également abordé les relations bilatérales et les moyens de les soutenir durant la prochaine période. Je vous dirai tout. Bon, et nous revoilà de retour et on poursuit notre discussion avec monsieur l'ambassadeur Ahmed Amin Fathallah concernant, bien entendu, tout ce qui a conduit à la création de la COP27, les activités de la COP27, les résolutions de la COP, enfin des COP en général, et de l'application surtout de ces résolutions. Bon, est-ce que pendant ce développement des COP, de la première à la 27e aujourd'hui, il y a eu certaines évolutions, certaines résolutions tranchantes qui ont commencé vraiment à voir le jour et qui ont commencé vraiment à être appliquées, comme le droit des réfugiés de l'environnement, par exemple. Ce qui se passe pour les résolutions et les décisions du COP, que malheureusement la plupart ne sont pas appliquées. Ça veut dire, si on voit, est-ce que vraiment le CO2 est au niveau qui a été accepté par les pays? Non. Est-ce que le financement par les pays développés, qui a été à 100 milliards de dollars, a été appliqué? Non. C'est maximum, c'est 70. On est en train de parler, par exemple, dans ce COP, je viens d'entendre hier que la Banque mondiale veut instaurer un fonds pour la protection de l'environnement et pour le réchauffement climatique. Mais qui va financer le fonds? Ils ont dit que c'est les pays et les industries. OK, ça va. Mais est-ce que vraiment les pays vont contribuer, surtout les pays développés, surtout les pays du tiers-monde ne vont pas payer? Ça, c'est sûr. Ah oui. Est-ce qu'ils sont sérieux, les pays développement? Oui, on prend des initiatives, on va faire un fonds. J'espère qu'on va faire un fonds. Mais le problème, ce n'est pas le fonds. Le problème, c'est le financement du fonds, comment l'argent va être utilisé, comment ça va être distribué d'une manière juste pour les pays qui en ont besoin et tout ça. Alors, il y a des facteurs politiques. C'est ça le problème de tout le système international. Que quand on a quelque chose de clair sur le niveau technique, sur le niveau juridique, mais à la fin, il y a tout ce qui est politique qui peut vraiment ne pas faire marcher de la bonne manière tout ce qui a été fait techniquement et juridiquement. Alors, et puis les politiciens, les politiques, ça s'achemine maintenant avec les intérêts des grandes industries et des multinationales qui font des milliards. Si on regarde par exemple le pétrole, combien ils ont fait
depuis la guerre d'Ukraine. Ils ont fait beaucoup d'argent, plus qu'avant. Ils ont profité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'environnement. Et nous-mêmes, on paye la facture du réchauffement climatique. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé, je dis, en France, tous les incendies, en Chine, en Californie, ça affecte l'agriculture, les gens sont déplacés, les réfugiés. Alors c'est à la fin, c'est nous, comme peuple, on paye le prix. On paye le prix, mais on a toujours, moi je dis, on a toujours un devoir. On a un devoir parce que chacun de nous aussi doit savoir que même s'il fait une petite chose, il peut contribuer pour améliorer le désastre où on vit. Comme j'ai donné l'exemple en France, les voitures roulent à 130 km à l'heure sur l'autoroute. Maintenant, il y a une proposition qui a été faite avant-hier pour qu'ils roulent à 110 km parce que ça va diminuer l'émission du CO2 de 20% et diminuer la consommation de l'essence à 20%. Oui. Alors, les gens doivent aussi comprendre que oui, et ça a été, en France, ils ont fait un pôle pour combien de personnes peuvent accepter, c'était à 65% d'acceptable. Alors, il y a des obligations, pas seulement les États, pas seulement les multinationales, pas seulement l'industrie, aussi nous-mêmes comme individus, on doit comprendre ce qui se passe, on doit savoir. On doit pour l'agriculture, les gens qui cultivent leur terrain, ils doivent savoir qu'ils doivent changer leur façon de cultiver. Et même, ils doivent changer, ça veut dire maintenant, tout ce qui est raisin et tout ça, ça va bouger de la Méditerranée un peu au nord. Alors, les gens doivent savoir qu'est-ce qu'ils vont cultiver, comment adresser ces problèmes, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, par exemple, de cultiver des raisins, mais ils vont les cultiver. Nous, en Égypte, on va cultiver quelque chose d'autre parce que la température, il y a la hausse de la température. Peut-être pour les raisins, un jour, on va dire non, on ne peut pas parce que c'est trop chaud pour les raisins, c'est trop chaud pour les mandarines, c'est trop chaud pour je ne sais quoi. Alors, ça va aller plus au nord. Alors, donc, on doit avoir un plan stratégique pour l'agriculture. Un plan stratégique pour savoir comment ça affecte, parce que c'est fini, ça affecte. Ça affecte, ça affecte. Nous, ce qui se passe dans les COP, c'est tout d'abord d'arrêter. Et ils n'ont pas, ça veut dire, ça n'a pas été arrêté. Pas de succès dans cette question d'arrêter le réchauffement et puis de diminuer. Mais au moins, maintenant, on doit savoir comment survivre avec ce qu'on a. C'est très complexe, c'est une question très complexe. Parce que d'une part, toutes les pratiques dont vous parlez, c'est-à-dire rouler à telle vitesse ou faire telle chose, prendre plutôt une douche plutôt que de prendre un bain pour économiser l'eau, faire attention à l'utilisation de l'électricité, etc. Tout ça, ça demande quand même un niveau assez élevé d'instruction. Et ça demande aussi que ce soit inculqué non seulement à l'école, mais aussi dans tout le pays, comme au Japon, par exemple. Au Japon, on venait de voir une vidéo hier où on apprend aux enfants le respect. On leur apprend à saluer quand on leur permet, par exemple, de traverser la rue. N'importe quelle voiture, voyant un enfant, s'arrêterait tout de suite, qu'il y ait un feu ou pas, et automatiquement, l'enfant il lui fait ce salut par marque de respect. Donc tout ça, ce sont des valeurs et une certaine instruction qui réside dans le pays en entier, que ce soit à l'école ou dans la rue. Comment faire surtout pour les continents les plus vulnérables au réchauffement, enfin le réchauffement c'est un petit peu partout, mais à la pollution, par exemple, je dirais, d'être conscient de ces valeurs. Premièrement, la pollution est liée toujours au réchauffement. Les gens croient que la pollution est quelque chose et le réchauffement c'est autre chose. Je vous donne un exemple. Il y a combien de tonnes de plastique qui sont jetées dans les océans et dans les mers chaque année? 13 millions de tonnes. Ça veut dire plus que 1 million de tonnes chaque mois. Et ça contribue au réchauffement du climat. Parce que c'est du plastique. Le plastique, c'est quoi? C'est du pétrole. Alors, et puis, c'est quoi l'élément qui fait l'équilibre de l'atmosphère au monde? C'est les océans, c'est pas la Terre. Alors, on a dans les océans, ça affecte le réchauffement de la Terre, tout ce qui est plastique, 13 millions de tonnes par année.
ça affecte les ressources marines, les poissons. Et ça va où? Le plastique, il va où? On le brûle ou bien on le... Non, Qu'est-ce qu'on en ce fait? qui est jeté dans la mer, ce n'est pas brûlé, c'est dans la mer, dans les océans. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Les poissons mangent, alors quand les poissons les mangent, c'est du poison. Il meurt? Ils meurent. Et puis, quand l'eau est plus chaude, 1 ou 2 degrés dans les océans... Il meurt? Non, ils meurent, ou bien il y a des émigrations. Ça veut dire le poisson qui était ici aujourd'hui se déplace parce que l'eau est devenue plus froide et ce n'est pas l'eau où il a survécu. Oui. Alors on doit savoir que tout est lié. Pollution, poisson, température de la mer, température alimentation, de la terre, alimentation, maladie. Incendie. Maladie, parce qu'on reviendra aux maladies. Maladie, par exemple, avec la déforestation, ou bien avec quand il y a les forêts qui brûlent. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on ne vit pas dans les forêts. Bien sûr. Mais on vit dans un environnement où il y a beaucoup ça veut dire notre corps absorbe ce qui est les maladies qui existent déjà. Mais il y a des microbes, il y a qui sont dans les forêts et qui sont loin de nous. Oui. Quand il n'y a plus de forêt, on est près d'eux, alors on va tomber malade. La même chose quand la neige fond, à cause du réchauffement. C'est toujours, on parle du réchauffement, on parle du climat. La neige fond. Il y a des virus qui sont couverts par la neige. Quand la neige fond, il y a les virus qui viennent et qui nous attaquent. Alors les virus, ils sont dans les forêts, on ne veut pas dans les forêts, mais maintenant avec déforestation, on est affecté par les virus. Il y a la neige qui fond, alors on est affecté par les virus. Alors c'est pour ça on parle aussi de maladies et de virus, tout en particulier virus. On aura plus de virus avec la déforestation, avec tout ce qui se passe dans le pôle Nord et pôle Sud quand la neige fond. On reviendra surtout certainement au virus tout à l'heure, mais on va présenter notre deuxième reportage concernant aussi le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, qui a assisté à une session intitulée « La finance climatique à l'ère de la polycrise ». Il a prononcé un discours dans lequel il a souligné la nécessité d'assurer le financement nécessaire pour faire face au changement climatique dans les pays en développement. Une autre session a été organisée aujourd'hui sous le thème « La Terre » en marge de la conférence de la COP 27. Voyons ensemble. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a assisté à une session intitulée « La finance climatique à l'ère de la polycrise ». Il a prononcé un discours dans lequel il a souligné la nécessité d'assurer le financement nécessaire pour faire face au changement climatique dans les pays en développement. Le chef du gouvernement a d'autre part appelé à la mise en œuvre des recommandations de la conférence du climat. Il a indiqué que l'Égypte œuvre à mettre en place nombre de programmes dans le domaine de la transformation vers l'économie verte. Il a également appelé les pays africains à mettre en place des initiatives visant à minimiser les effets négatifs des changements climatiques. Une autre session a été organisée sous le thème « La Terre » en marge de la conférence de la COP 27. Lors de cette session, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné que des difficultés dans le domaine de financement de la crise du changement climatique existent toujours. Il a souligné que ces difficultés nécessitent le travail sérieux et la fourniture des sources nécessaires. Il a également ajouté que la question du changement climatique est à la priorité des problèmes. Pour sa part, l'ancien vice-président américain, Al Gore, a déclaré que le phénomène du changement climatique devient grave, soulignant que la température résultante des gaz chauds est équivalente à 600 000 fois la bombe de Hiroshima. Il a également ajouté que la hausse de la température a atteint sa pointe sur la Terre, notamment en Chine, où la température a dépassé 53 degrés cet été.
on poursuit donc avec Monsieur l'ambassadeur Ahmed Amin Fathallah et on parle toujours de l'état de notre planète. Malheureusement, l'état est désastreux. C'est sûr. Bon, Monsieur l'ambassadeur, si ça continue comme ça, durant combien d'années la planète va supporter? On doit ça, ils n'ont pas fait des recherches? Non, les ce n'est pas à scientifiques? moi d'adresser cette question, c'est aux scientifiques de les adresser. Mais on voit que ça va de pire en pire. Et peut-être, je ne sais dans combien d'années. Mais est-ce que cette dégradation est remédiable? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut remédier à cela ou bien c'est trop tard pour remédier? Ce que les scientifiques disent que jusqu'à maintenant, c'est remédiable. Mais ça va de pire en pire. Alors, ça va être très difficile de remédier ce qui va se passer au futur. Et c'est remédiable à quelles conditions? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit, pour trouver les remèdes? Les émissions de CO2 doivent diminuer. Alors, tout ce qui est charbon, exploitation de pétrole, même de gaz naturel, parce qu'il y a des émissions de CO2, le contrôle, comme j'ai dit, de la consommation des personnes, de nous, que ce soit électricité. Ça veut dire en Égypte maintenant, ce que je sache personnellement, c'est pour les airs conditionnés, il ne faut pas avoir moins que 23 degrés parce que ça consomme moins d'électricité. L'électricité, c'est le résultat ou bien du pétrole, du gaz qui aide à avoir de l'électricité. Alors ça aide à diminuer. Alors la consommation de chaque individu sur cette planète, que ce soit des voitures, on doit avoir des transports publics électrifiés. Par exemple, je vous donne en Suisse, à Genève, maintenant il y avait dans les rues, il y avait 2 voies pour les voitures, 2 voies et 2 voies. Maintenant, ils ont fait une seule voie pour que les gens limitent l'utilisation de leur voiture et prennent le métro. Alors, on doit, parce que le rôle des gouvernements, c'est de faire des règles et leur application. Et ça pousse les individus à les respecter. Si on lui dit il n'y a pas, il y a qu'une seule voie. S'il prend sa voiture, il va faire la queue. Bon, sinon, il va prendre le métro. Oui. Le réalisateur, vraiment, je n'ai pas envie de vous interrompre parce que vous dites des choses tellement applicables et tellement à la portée de tout le monde. Je veux dire, ça, c'est pas une chose difficile de les faire, que vraiment, j'ai envie de vous laisser libre cours, mais j'ai un réalisateur qui insiste pour présenter la suite de nos reportages. Donc, on va parler des travaux de la conférence mondiale sur le climat, la COP27, qui se poursuit à Sharm el-Sheikh. La journée d'aujourd'hui a été intitulée « Journée des finances ». En marge de la COP27, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu ce matin la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu. Le chef de l'État a également reçu ce matin le président de la République du Burundi. Voyons ensemble. En marge de la COP27, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce matin la présidente de la Tanzanie. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a souhaité la bienvenue en Égypte à la présidente de la Tanzanie. Il a présenté ses sincères condoléances pour les victimes du crash de l'avion qui s'est abîmé dans le lac Victoria à son atterrissage dans la ville de Bukoba, l'une des catastrophes aériennes les plus meurtrières de l'histoire de la Tanzanie. Elle a pour sa part apprécié la merveilleuse organisation de la COP27, ajoutant que l'organisation par l'Égypte de cet événement est considérée comme une source de fierté pour le continent africain. Le président el-Sisi a également reçu ce matin le président de la République du Burundi. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte était déterminée à poursuivre son soutien au Burundi. Le président a déclaré qu'il espère augmenter le niveau de la coordination politique bilatérale et la concertation entre les deux pays. Pour sa part, le président burundais a salué la réussite de l'organisation égyptienne du sommet mondial sur le climat. En outre, il a rendu hommage aux relations d'amitié distinguées et les liens fraternels entre l'Égypte et le Burundi.
pour prendre conscience justement de tous ces défis, de tous ces dangers, c'est très important que la jeunesse soit vraiment consciente des défis de cette dégradation climatique. Et notre correspondante Nora Alek, qui est sur place à Sharm el-Sheikh, a effectué 2 interviews avec 2 jeunes participants. On va commencer par vous présenter l'interview de Ketia Passou Omena, j'espère que je prononce bien le nom, qui est jeune ambassadeur du climat et qui nous vient, bon on le saura tout à l'heure dans l'interview, mais qui nous vient du continent africain. Nous sommes à Sharm el-Sheikh donc pour cette journée, la 3e journée ou la 4e journée déjà pour la couverture de la COP 27. J'ai le plaisir d'avoir une jeune ambassadrice qui donc lutte pour les droits des citoyens pour les changements climatiques. Et c'est vrai que celle-ci nous parlera au nom de la jeunesse. C'est Ketia Passou Onema, qui est jeune ambassadrice climat UNICEF RDC. Bonjour Ketia. Bonjour. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu la porte-parole de cette jeunesse qui lutte justement pour pouvoir avoir des droits, pour pouvoir parler des changements climatiques, des dangers des changements climatiques. Tout d'abord, quand est-ce que vous êtes intéressée à ce dossier? Donc je travaille avec UNICEF depuis que j'ai 12 ans en tant que jeune reporter. J'ai 18 ans maintenant et il y a 1 an que j'ai pris goût à la lutte contre le changement climatique. On m'a proposé de présenter un documentaire qui était la voix des jeunes générations face aux enjeux climatiques. Et en fait, pour présenter correctement le documentaire, il fallait que je m'informe assez sur le changement climatique en RDC. Et c'est là que j'ai compris que dans mon pays, la plupart des catastrophes qu'on vivait étaient liées en fait à la mauvaise gestion de l'environnement. Et en fait, l'Afrique, c'est un continent particulièrement touché, alors que l'Afrique, en termes de changement climatique, son apport est vraiment minime. C'est ce qui m'a poussé en fait à m'engager et à défendre un peu les droits de l'enfant dans la lutte contre le changement climatique. Alors 12 ans, c'est jeune pour parler de l'avenir. J'imagine que c'est vos parents qui vous ont mis ça dès votre plus jeune âge? Non. Même pas? Non. En fait, il y a un programme dans mon pays, c'est les jeunes et les enfants reporters. Ça veut dire que UNICEF organise des formations dans les écoles et en fait on forme les meilleurs à partir d'une certaine tranche d'âge et j'ai bénéficié de cette formation à l'âge de 12 ans et c'est à l'âge de 17 ans que j'ai pris goût et que je me suis centrée vraiment sur la question climatique. Donc on a la crème de la jeunesse. Et justement, comment s'est déroulée votre participation à la COP 27? Quand est-ce qu'on vous a dit vous participerez à cette COP? Ok, donc dans mon pays, parce que je suis dans le compte de UNICEF en RDC et de la jeunesse congolaise, dans mon pays, en fait, on a mené pas mal d'activités avant la COP 27. L'après-COP 27 était organisée à Kinshasa en RDC. Donc on a eu des tables rondes avec les enfants de différentes provinces, on a fait des marches. Et en fait, c'est à l'issue de toutes ces activités qu'on a confirmé notre participation ici. Et comment vous trouvez-vous justement le déroulement de cette édition? Oui, moi je trouve que ça va. Il y a particulièrement quelque chose que j'aime, c'est le fait que les jeunes, ils sont vraiment présents et qu'ils ont compris en fait leur apport dans le changement, dans la lutte contre le changement climatique et qu'ils s'engagent pour ça. Ça, c'est particulièrement ce que j'aime. Mais on attend de voir ce que ça va donner parce que je pense qu'il faut quand même qu'à la 27e COP, qu'il y ait quand même des actions concrètes. Moi, j'étais pas née à la première COP, je suis née en 2004. Ça fait 18 ans que je suis sur Terre. Il y a eu 18 COP qui sont passées depuis ma naissance, mais il n'y a toujours pas vraiment de changement. Mais les conséquences se font sentir. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment qu'il y ait un changement réel et que les décideurs prennent des décisions audacieuses pour pallier à ce réchauffement et ce changement climatique. Donc, si j'ai bien compris, il est temps d'agir. Il est temps. Il est temps. Et c'est vrai que le continent africain est très bien représenté. Est-ce que c'est en partie parce que ça se fait en Afrique et on sent que l'Égypte est un peu porte-parole de l'Afrique? Oui, moi je pense que c'est aussi le fait que ça se déroule en Afrique, qu'il y a cet intérêt particulier aux problèmes africains. Mais je pense que depuis l'an passé,
les Africains, les décideurs africains ont compris qu'il fallait qu'ils se battent. Et c'est juste une continuation en fait. Okay. Et qu'attendez-vous de cette édition de la COP27 justement? Bon, moi ce que j'attends c'est vraiment qu'on passe des discours, des promesses à des actions concrètes. Les jeunes Africains, ils sont victimes du changement climatique, ils en souffrent mais tellement, alors que ceux qui sont à la base vivent pleinement leur vie en fait. Moi j'attends qu'il y ait des réels changements, qu'il y ait des mesures qui soient prises, parce que la crise climatique c'est une crise des droits de l'enfant, c'est une crise qui affecte pas que des États, mais ça affecte l'avenir, le devenir, ça affecte nos rêves, nos capacités à grandir. Donc moi j'attends que des actions concrètes et audacieuses soient prises à la COP27. Ketsia, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je vous souhaite beaucoup de succès et j'espère qu'effectivement cette jeunesse que vous représentez fera la différence. Merci, mais vous en faites pas, on fera la différence. Merci infiniment. Merci. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez commenter concernant cette jeune fille très lucide et très informée? Oui, très brièvement, elle est très informée. Oui. Et ce que je dis, c'est que c'est le rôle maintenant de la jeunesse. Nous, on est dépassés. Au moins ma génération, je ne parle pas de votre génération, de ma génération. Non, mais moi, ma génération, elle n'est pas loin non plus. Non. Nous, quand même, on a vécu une vie facile et peut-être, sans être conscient, on a contribué à ce qui se passe maintenant au réchauffement climatique parce qu'on avait une vie facile. Et moi, je vois que la jeunesse, cette génération de jeunesse est plus consciente que nous. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils souffrent et nous, on n'a pas vraiment souffert quand on était jeunes comme eux. On n'a pas eu tous ces problèmes. Alors, j'espère que cette génération va vraiment aller en avant concernant cette question. On l'espère et tout ce qu'on peut dire, c'est que vous avez parlé de la responsabilité des citoyens. Donc moi, ce que je vous conseillerais de faire vraiment, en tant que parents, en tant qu'adultes, donner un bon exemple à vos enfants concernant l'environnement. Et vous, les enfants, qui êtes très informés aujourd'hui, je sais que vous l'êtes parce que j'en ai vu plusieurs, dites à vos parents de faire attention à la planète. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et on se retrouve demain avec une nouvelle couverture de la COP27. Au revoir.